Mulhouse. Cette ville a été le théâtre d'une incroyable histoire. C'est ici qu'a été arrêté il y a 3 ans et demi l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire criminelle. Un homme qui aurait commis plus de 100 crimes. Le 20 septembre 2006, le capitaine de police Gilles Poirier arrête un homme qu'il piste depuis 3 ans, un cambrioleur, qui s'appelle Yvan Keller. Donc nous arrivons devant l'immeuble où habitait Yvan Keller. Dès son interpellation, il est placé en garde à vue, il lui pose très peu de questions. Il attend, il est plutôt en attente de savoir ce qu'on lui veut. Il est calme, il reste calme. La seule chose, il demandera à ce que son matériel soit rangé dans son garage, mais autrement, il attend de voir ce qu'il y a dans l'enquête et il est en attente, il est aux aguets. Yvan Keller est emmené au commissariat pour y être entendu. La garde à vue commence. Les éléments recueillis par les enquêteurs sont incontestables. Et Gilles Poirier l'amène petit à petit à passer aux aveux. Des aveux qui vont lui glacer le sang. Les 2 premières auditions, Keller accepte de parler de sa vie. Tout de suite, on lui demande s'il a commis des vols pendant lesquels il aurait été susceptible de tuer les locataires des maisons visitées. Il nie. Donc au fur et à mesure des auditions, on lui soumet tout ce qui avait été recueilli pendant l'enquête initiale qui a duré 3 ans. Donc il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient là. Et alors lors de la 3e audition, il dit d'accord, je vois il y a beaucoup de choses, je vais vous parler. Yvan Keller reconnaît les faits. Il donne même les noms de quelques victimes et les lieux de ces crimes. Puis au bout de quelques minutes, il avoue avoir tué plus d'une centaine de personnes. Dès le lendemain, il est amené au tribunal pour y être entendu par le juge d'instruction. Maître Peter est avocat. Ce jour-là, il est de permanence au tribunal et se retrouve face à face avec le plus grand tueur en série français. Le cabinet du juge d'instruction se trouve dans ce sas sécurisé. Yvan Keller avait attendu 3 heures dans le couloir, 1h30 avec moi, ensuite 1h30 avec sa compagne. C'était tout à fait tendu. Il y avait beaucoup de policiers qui étaient là, il y en avait une dizaine qui tournaient autour. Enfin, c'était une atmosphère tout à fait particulière. C'est seulement 4 heures après être arrivé au tribunal que le juge d'instruction, Mathieu Bonduel, finit par recevoir enfin Yvan Keller dans son bureau. L'homme commence par lui avouer 5 crimes. Vous êtes accusé d'avoir, à Burnoppt-le-Haut, le 21 janvier 1994, volontairement donné la mort à Marie Brelman, à Madame Fitch, veuve Mang. Volontairement donné la mort à Madame Augusta, volontairement donné la mort à plusieurs dames âgées restant à identifier. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Oui, monsieur le juge. J'ai jamais vu un client qui avouait comme cela 5 crimes. Donc c'est quelqu'un qui était prêt à collaborer, mais à 2 conditions essentielles. Il faut préserver ma compagne, il faut l'éloigner, de trouver un domicile à Colmar. Donc c'est une ville à 40 km. Et puis il faut que moi, je puisse être isolé aussi, parce que je ne veux pas avoir des brimades en maison d'arrêt. Protéger sa compagne et bénéficier d'une cellule isolée. Ce sont les conditions d'Yvan Keller. Si le juge d'instruction les accepte, le tueur se dit prêt à donner la liste de toutes ses victimes. Mais le juge refuse de s'engager. Quand Keller demande quelque chose ou quand Keller veut quelque chose, que ce soit, même on s'est aperçu avec son environnement, enfin le peu d'environnement qu'il avait dans l'enquête, c'est impératif. Il faut que ça se fasse, comme lui le demande, parce que ce qu'il veut, ils veulent l'avoir. Mais le juge d'instruction, Mathieu Bonduel, refuse de répondre à sa demande. Et là, le juge a dit « je ne peux pas, on verra ça plus tard, je me suis engagé à le faire, mais on verra ça plus tard ». Et le juge a rajouté « de toute façon, la vérité n'est pas négociable ». À ce moment-là, il a dit « bon, si c'est comme ça, je ne signe rien, je me rétracte, l'entretien s'arrête ». Et puis ça s'est terminé comme ça. L'interrogatoire se termine là, mais l'affaire Keller ne fait que commencer. Les magistrats sortent déjeuner
Keller est raccompagné dans une cellule du tribunal. Pour se restaurer, on lui amène une pizza. Il est ensuite laissé seul, sans aucune surveillance. À 14h10, les policiers ouvrent sa cellule et découvrent Ivan Keller pendu avec ses lacets de chaussures. C'est quand même incroyable que l'on laisse les lacets à quelqu'un que l'on met dans une cellule. Et c'est quand même pas un voleur de mobylettes, c'est quelqu'un qui venait d'avouer 5 meurtres. Il y avait également un crochet dans cette cellule, donc la possibilité, avec les lacets, de s'accrocher. Et ensuite, il a été laissé sans surveillance pendant 40 minutes. Pendant 40 minutes, personne n'est allé voir ce qui se passait dans cette cellule. Le suicide de Keller est un véritable séisme qui fait trembler le tribunal de Mulhouse. Le chiffre de 150 victimes surgit. Le procureur Delorme organise alors une conférence de presse. Avec l'arrestation d'Ivan Keller, nous nous trouvions probablement à Mulhouse devant une affaire criminelle sans précédent. De manière familière, on aurait pu dire quelque peu l'affaire du siècle. Je crois qu'il est inutile de vouloir donner d'autres chiffres, tels que celui de 150 qui a été évoqué et qui ne correspond à rien, tant que des vérifications ne seront pas accomplies. Le chiffre de 150 victimes n'étonne pas le capitaine Poirier. Comme tous les tueurs en série, Keller a commencé sa carrière criminelle très jeune, dans un petit village, à 12 km de Mulhouse. Effectivement, c'est dans la commune de Battenheim, donc, que Keller Ivan a commis, alors qu'il avait une vingtaine d'années, a commis des faits graves de cambriolage la nuit avec violence, saucissonnage, donc des faits aggravés. Il a été interpellé, donc il est avec des complices, et il a été interpellé et condamné par la cour d'assises de Colmar à une longue peine de prison. Il est sorti de Maison Centrale en 1989. Ensuite, Ivan Keller ne fera plus parler de lui pendant plusieurs années. Mais des choses curieuses se produisent dans le petit village de Burnop-le-Haut en 1994. 3 femmes âgées et vivant seules décèdent en moins de 4 mois dans la même rue, la rue Basse. Nicolas Rochelin est le petit-fils de l'une des victimes. Le décès de sa grand-mère l'a bouleversé. Elle était en bonne santé et il n'a jamais cru à une mort naturelle. C'est là où les 3 assassinats ont été commis, les 3 crimes ont été commis. Donc on a ici donc, la maison donc, sur la gauche. Effectivement, il y avait des traces d'effraction et il y avait disparition d'argent. Donc ça, c'est la deuxième victime. Fait étonnant, les maisons des 2 autres victimes, dont la grand-mère de Nicolas, sont situées l'une à côté de l'autre, dans le bas de la rue. Et ce qui était troublant, ce qui a un peu raccordé les 2 crimes, donc sur ma grand-mère et donc la personne qui habitait à côté, donc le corps a été trouvé dans la même position. Et sa fille donc, était rentrée, donc, quand le corps a été retrouvé de ma grand-mère, elle est rentrée et puis elle a pu certifier qu'il était dans le même positionnement, quoi. Donc voilà, où elle a été assassinée, dans la nuit du 27 au 28 avril. Pour 600 €. Voilà. À chaque fois, les victimes semblent mortes de mort naturelle. D'ailleurs, le médecin fournira un certificat de décès pour les 2 premières. Pourtant, certains détails intriguent les familles. En fin de compte, le corps était vraiment dans une position, on peut dire, vraiment spéciale, quoi. Je veux dire, c'était vraiment, on peut dire, un lit de mort, quoi. Je veux dire, dans la préparation d'un mort, je ne sais pas si ça aurait été mieux fait, quoi. Et ensuite, ce qui est très important, donc, c'est que donc, ma mère a contacté la banque où ma grand-mère était, donc sur Burnop. Et voilà, on a été alerté d'un retrait d'argent par carte qui a été effectué un jour après, quoi. Une enquête de gendarmerie est ouverte, elle sera classée quelques mois plus tard par manque de preuves. À l'époque, personne n'inquiète Ivan Keller. Il faudra attendre ses aveux en 2006 pour connaître la vérité. Une vérité que les familles découvrent dans la presse. Voilà, et ma mère qui ouvre le journal et qui voit les photos, quoi. Qui voit la photo de sa mère, quoi. Le choc, c'est ça, c'est de voir la photo de votre mère dans le journal, alors que personne ne nous a.
Les enquêteurs découvriront plus tard que Keller tue pour ne pas être dérangé quand il cambriole les maisons. Ensuite, pour maquiller ses crimes, il met au point une technique particulière. Il expliquait qu'au début, il pinçait le nez des personnes âgées. Il pinçait le nez et il les étouffait avec un chiffon. Mais cette pratique laisse des traces. Keller améliore sa technique en étouffant progressivement ses victimes avec un chiffon ou un oreiller. Il appuyait un chiffon sur le visage de la personne jusqu'à ce qu'elle tombe dans une espèce de coma. Et cela, ça ne laissait pas de traces. Du siècle passé, c'est le plus grand criminel. Mais il faut savoir que cet homme-là, il a été dénoncé à plusieurs reprises. Eh ben, nom de Dieu, hein. Il fallait bien faire quelque chose. Je veux dire, moi c'est quelque chose qui me révolte parce que moi, j'ai du mal à comprendre, quoi. Comment un gars comme ça, il peut passer entre les mailles du filet? Parce qu'en fin de compte, les meurtres de Burnopt, c'est donc l'année 94. Il l'arrête en 2006. 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait en 12 ans? Voilà. Comment Keller a-t-il pu échapper à la justice pendant tout ce temps? En fait, le jardinier avait plusieurs facettes. Dans son travail, c'est un professionnel reconnu et les personnes qui ont fait appel à lui, comme Madame Kayser, ne se doutent de rien. Il était avenant, souriant, très souriant. On parlait, on ne parlait pas pendant des heures, hein. Il venait, il avait un certain travail à faire, voilà, il buvait le café. Il est allé travailler chez ma tante. Il devait même aller travailler chez ma grand-mère, qui était veuve et... Enfin, c'était la cible et la proie idéale, hein. Heureusement, il n'a jamais été... Vous ne doutiez de rien, c'était... Absolument pas. Mais lors de son enquête sur Yvan Keller, le capitaine Poirier découvre la face cachée du jardinier. C'est en fait un joueur invétéré. Il était notamment un habitué de cet établissement, à Bittenheim. Nous étions dans cet établissement pour surveiller Yvan Keller, voir notamment avec qui il pouvait parler, voir s'il avait d'éventuels complices dans cet établissement. Donc il s'asseyait à table, sur une des tables ici. Il était très pris par le jeu. Là, on voyait que c'était quelqu'un qui aimait le jeu, qui aimait jouer. Des fois, il lui arrivait de sortir à toute vitesse pour aller au Distribank à côté, et puis de revenir, et puis de continuer à jouer, quoi, hein. Sa passion du jeu le pousse à tuer de plus en plus. Keller écume une large partie de l'Est de la France. Et on retrouve même sa trace en Allemagne et jusqu'en Suisse. Au total, il aurait tué plus d'une centaine de vieilles dames. Après son suicide, les enquêteurs en auraient déjà identifié plus d'une trentaine. C'est un rouleau compresseur, quoi. Il faut absolument qu'il cambriole, qu'il rapporte de l'argent, qu'il trouve des choses. Donc une fois qu'il est parti dans un coin, il écume. Après, il change de coin ou de village ou de région. Tout cet argent récupéré lors des cambriolages, il le dépense aussi avec sa compagne, dans des week-ends fastueux, grands hôtels, restaurants étoilés, soirées dans les grands casinos. Quand il allait au casino, il pouvait dépenser 5 000, 10 000 euros dans une soirée. Il aime flamber et il aime passer des bons moments dans des restaurants, dans des grands restaurants, ou dans des hôtels de luxe, comme la Tour d'Argent, où on retrouve sa trace dans la Tour d'Argent à Paris. Quand il sort bien, et majestueusement. Combien de crimes Yvan Keller a-t-il commis exactement? Son suicide ne permettra pas de connaître le chiffre précis. Pour Maître Peter, si Keller a réussi à se pendre dans sa cellule, c'est à cause de la négligence des gardiens pendant sa garde à vue. Il a donc engagé une procédure au tribunal contre l'État et il a obtenu gain de cause. La compagne d'Yvan Keller a été indemnisée. Elle a reçu 10 000 euros. Il est évident qu'il y avait un problème de responsabilité civile, de faute de l'État. Des fautes légères, puisque finalement le lacet, ce n'est pas une faute énorme. Le crochet, ce n'est pas une faute énorme. Le fait de ne pas surveiller, ce n'est pas une faute énorme. L'agencement des cellules, ce n'est pas une faute énorme. Mais le tout ensemble, ça fait un ensemble de fautes suffisamment graves pour engager la responsabilité de l'État. Et on a obtenu des dommages et intérêts pour la compagne d'Yvan Keller. Les 10 000 euros reçus par la compagne d'Yvan Keller sont très mal vécus par les familles des victimes. Ils se sentent méprisés par la justice. Leur avocat, Maître Seban, est indigné lui aussi.
elles ont senti ça comme une sorte de claque, une nouvelle injure qui leur est faite. C'est-à-dire qu'au fond, elles ont perdu une grand-mère, quelqu'un de leur famille. On leur a dit pendant des années que c'était une mort naturelle, malgré leurs doutes, malgré leurs interrogations, malgré leurs questions. Et on a laissé, malgré beaucoup d'indices, Yvan Keller continuer son parcours de mort. Et finalement, la première personne auquel la justice porte attention, c'est la femme, l'épouse du tueur, qu'elle indemnise parce qu'on considère qu'il n'aurait pas dû se tuer dans les locaux du tribunal. Je dois dire que c'est vécu comme deux poids, deux mesures. Ce suicide d'Yvan Keller a été un terrible gâchis. Je pense à toutes ces personnes qui ont eu un décès inexpliqué, qui se posent des questions et qui ne sauront jamais. Et puis c'est aussi un terrible gâchis pour l'institution judiciaire, pour la police. Il y a eu un travail énorme de fait, 3 ans d'enquête, des filatures, des écoutes téléphoniques, et tout ça pour rien finalement. Yvan Keller, qui est sans doute le plus grand tueur en série de l'histoire criminelle française, est parti en emportant avec lui tous ses secrets.